Bonjour, bienvenue dans Une fin de loup, épisode numéro 3. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'émission avec du coup un nouvel invité qui est Quentin Arola. Salut à tous. Donc je le laisse se présenter. Alors Arola Quentin, 35 ans, combattant de Jiu-Jitsu brésilien et de MMA. Défini. Co-fondateur de Tactical Fight Team, équipe de MMA à Toulouse. Merci Quentin. Du coup, on va commencer la recette. Aujourd'hui, on va préparer des cannelloni. Donc une recette italienne que j'aime beaucoup. Donc pour commencer, on va couper l'oignon. Ok. Donc je te laisse attraper l'oignon. Voilà. Il va falloir le peler, donc enlever la peau, tu vas le couper en deux et on le coupera ensemble. Donc Quentin, raconte-nous un peu qui tu es, d'où tu viens, comment tu as commencé les sports de combat, d'où ça t'est venu, la passion, etc. Ok. Moi, j'ai commencé assez tardivement, on va dire, à m'intéresser au sport de combat. Enfin, tardivement, c'est pas venu de mon père ou j'ai pas grandi dans un milieu sport de combat, on va dire. Donc du coup, tardivement, c'est-à-dire à l'âge de 15 ans. Ok. J'ai commencé à m'intéresser au sport de combat. Alors, après, le parcours, c'est un peu comme tout le monde. Ça ne va pas être grâce au film de Jet Li ou de Van Damme. Mais bien que j'aimais beaucoup. C'est pas Bruce Lee? Oui, Bruce Lee ou Jet Li. Ah, je sais pas qui c'est Jet Li. Jet Li Désolée. ou Jackie Chan, ce genre de choses. Ok. Non, parce que moi, je suis un peu plus jeune que Bruce Lee. Oui. Donc du coup, c'est pas vraiment venu de là. C'est venu... Enfin, même bien que je regardais ces films et que j'aimais beaucoup, hein, Ouais. c'est venu d'un autre film. Hong Bak. Ah ouais, Hong je Bak. connais, ouais. Là, j'avais beaucoup aimé et c'est vrai que bon, même bien que ça reste un film, je me suis intéressé du coup à la boxe thaïlandaise. Ok. Et c'est comme ça que j'ai franchi pour la première fois. J'ai commencé en fait par la boxe thaïlandaise. Ok. Et en gros, qu'est-ce qui t'a donné envie? Il y avait quelque chose de particulier qui te boostait à aller dans une salle de sport, de combat? Ou c'est juste, t'as vu un film et tu dis ouais, vas-y, je vais essayer, voilà. Ou il y avait quand même quelque chose au fond de toi qui fait que t'avais envie peut-être de te prouver des choses ou d'accepter. Alors je ne l'ai pas identifié immédiatement. Mais au départ, non, parce que je ne l'ai pas identifié. Au départ, c'était vraiment... je me cherchais un peu dans les sports de combat, enfin dans les sports d'ailleurs tout court. J'ai fait du tennis, j'ai fait du basket. À cette époque, je faisais du roller, Ouais. en skatepark. Mais j'avais pas vraiment une passion, un sport vraiment qui me passionnait. Ok. Voilà, donc du coup, bien que j'ai toujours un peu aimé me chamailler avec mes copains, me battre, ce genre de choses. Ok. Avec mon frère, avec mon petit frère. J'avais pas vraiment de passion quoi. Ok. Donc j'ai commencé pareil sans trop me poser de questions, j'ai commencé ce sport à boxe thaï. Ouais. Et pareil, ça n'a pas été non plus une passion. J'ai aimé ça, mais j'aimais bien, mais voilà, j'ai trouvé l'intérêt, en fait c'était de me dépenser. Ouais. Je coupe un peu petit là. Un petit carreau. De toute façon, après, on va les passer dans le mixeur, tu vas voir. Ah, ok, d'accord. Pour qu'ils soient encore plus petits. En fait, on pourrait les hacher, mais je sais pas le faire. Donc, pour les hacher en tout petit, donc du coup, je fais comme ça. Voilà, donc j'avais pas. Non, au départ, j'avais pas identifié, il n'y avait pas vraiment de raison, je voulais juste m'entraîner, je voulais juste être fort à la bagarre, je voulais juste être le plus fort de mes copains. Ouais. C'était le cas? Ça a été rapidement le cas, peut-être pas au début, mais. Et est-ce que. Donc, ta boxe taille, ça te plaît, mais voilà. Ça me plaît, mais je suis pas particulièrement doué, déjà. Je vais pas partir du champ pendant qu'il me parle. Pardon. Je suis pas particulièrement doué, Ok. et ça me plaît, j'arrive à m'entraîner 3-4 fois par semaine sur des périodes, et il y a d'autres périodes où j'y vais pas, Ouais. enfin je suis pas quand même très régulier. Voilà, c'est nouveau à faire comme ça. Oui. Bah, on dira. On se fait embêter par les mouches. Donc, Ouais, on se fait pas embêter par les du coup, mouches. si des fois on fait des trucs un peu comme ça, vous inquiétez pas. C'est normal. Bon, du coup, ok, boxe taille, comment ça te vient après les autres sports de combat? Comment tu es tombé sur le jiu-jitsu, etc. Et en même temps, tu vas couper le céleri. Alors, je vais te montrer. Tu prends quelques branches. Et en fait, donc, tu vas faire en long, mais juste un trait au milieu. Et ensuite, tu vas couper pour que ça fasse 2 bouts à chaque fois. Tu coupes en long, comme ça. Oui, et que ça. Et après, comme ça. Ok. Ok. Et tu prends 1, 2, 3 feuilles. Et moi, je vais râper la carotte. À part que tu préfères râper la carotte. Non, vas-y, râpe la carotte. Enfin, Du coup, bon, j'aimais la boxe thaï, mais bon, sans être passionné, mais j'aimais ça. J'aimais bien un peu cet esprit guerrier,
Le fait de prendre des coups, encaisser, voilà, j'aimais bien. Ok. Du coup, à l'époque, c'était, vous n'avez peut-être pas connu, il fallait télécharger les contenus sur internet, on les téléchargeait sur Casa ou Emule. Ah, Emule, oui. Voilà, Emule. Donc ce que je regardais, c'était Kawan. Je téléchargeais Kawan. Kawan, c'était un tournoi de kickboxing qui se passait au Japon. Ouais. Et je regardais Kawan. Donc souvent, en fait, quand on était sur ces plateformes, on voulait télécharger quelque chose et c'était autre chose qui arrivait finalement. C'était beaucoup des films interdits aux moins de 18 ans, on va dire. C'était, vous téléchargez un dessin animé et finalement, c'était pas du tout ça, c'était un film. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, en fait. j'ai les 7 mêmes. C'est un peu ce qui s'est passé, mais c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai voulu télécharger un Kawan et au final, j'avais téléchargé un UFC. Ok. C'était l'UFC 46 Ouais. qui venait d'avoir lieu, parce que je me suis renseigné un peu après. Et en regardant cette UFC, j'ai vu BG Penn faire un triangle à Matt Hughes pour la ceinture. Et là, j'ai regardé ça avec des yeux ébahis. Je me suis dit, mais comment c'est possible d'étrangler quelqu'un avec ses jambes comme ça? Je me suis dit, c'est quoi ce sport? J'avais déjà entendu parler, hein, l'UFC et tout, j'avais déjà entendu, vu des images. J'avais plus ou moins compris que c'était du jiu-jitsu qui avait gagné à l'époque, hein, Rose Gracie. Mais je ne m'étais pas vraiment intéressé. Mais là, de voir ça, de voir cette forme de combat si réelle, et que là, du coup, je me suis commencé vraiment à m'y intéresser. À l'époque, c'était pas l'UFC qui prédominait, c'était le Pride. Le Pride. Ouais. Donc à partir de là, je commençais à regarder tous les événements que je pouvais trouver, parce que je me suis vraiment pris de passion Ouais. pour le MMA. Et j'ai commencé à regarder tout ce qui était soumission, même la boxe. En fait, c'était un mélange de boxe et de soumission. Ouais. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Ok. Et là, j'ai commencé à regarder le Pride. Je me suis découvert une passion pour Wanderlei Silva, que je trouvais tellement agressif. Bon, du coup, c'était pas du sol là, mais. Minotauro, qui venait du jiu-jitsu brésilien, Ouais. etc. Je commençais vraiment à adorer. Et à côté de ça, je continuais un peu la boxe style parce que je pensais pas qu'il y avait des clubs en fait. Que ça existait en fait. Que ça existait sur Toulouse, donc je me suis pas vraiment posé la question. Et en fait, en cherchant, j'ai vu qu'il y avait un club de MMA. À l'époque, c'était à Léo Lagrande, c'était avec Anthony Réa, qui donnait les cours. J'ai voulu y passer avec un copain, Jean-Christophe, JC, Chedou, que je salue, qui faisait de la boxe avec moi. On a voulu y passer, mais ce jour-là, il n'était pas là, on s'est pas fait très bien accueillir. Donc, bon, on était jeunes, donc bon, on n'a pas voulu retenter l'expérience. Et alors, du coup, on s'entraînait tous les deux. On s'entraînait tous les deux en MMA. On allait aux Argoulets et on se foutait sur la gueule. Même une fois, voilà. Pour la petite histoire, une fois, on s'entraînait, c'est la journée, on s'entraînait aux Argoulets. Pour ceux qui connaissent Toulouse, c'est un grand espace vert. On s'entraînait dans l'herbe en fait. Tous les deux, on venait de la boxe time, on essayait d'y ajouter des prises de soumission. Alors, on n'y connaissait que dalle. Le seul truc qu'on connaissait, c'est ce qu'on voyait sur une vidéo sur internet, on connaissait de reproduire. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Oui. Du coup, un jour, on se bat. Et en fait, il y a la police municipale qui a débarqué. Pour demander qu'est-ce qu'on était en train de se faire. Quoi. Ils étaient arrivés en mode. Ils ont cru que vous étiez en train de vous et en battre. fait, c'était des gens qui étaient un peu plus loin qui pensaient qu'on était en train de se battre. Pour de vrai. Et qui ont appelé la police. Qui ont appelé la police. Donc à l'époque, on avait acheté des gants Decathlon. Il y avait pas, ça n'existait pas. Metalbox, toutes les marques qu'il y a aujourd'hui qui font des gants, ça n'existait pas, enfin très peu. C'était des gants Decathlon, c'était plus des gants pour taper en sac, donc ils étaient fins, mais ils n'étaient pas du tout adaptés, enfin, c'était n'importe quoi. On se tapait dessus comme des poires. Ouais. On faisait n'importe quoi, on faisait le dos griffé de l'herbe, tout ce qui. Voilà, finalement en bleu, ma mère a halluciné avec mes bleus, j'avais 17 ans à l'époque. 16-17 ans. Donc bref, voilà. Et en continuant à chercher, j'ai découvert que dans le club où j'étais, le boxe style, sur d'autres créneaux en fait, il y avait du jiu-jitsu brésilien. Animé par Eric Sadje. Salut Eric. Voilà. Et du coup... T'as poussé la porte? J'ai poussé la porte, j'ai fait un cours. Et là, révélation. Amour total pour ce sport, en plus je me suis retrouvé pas trop mauvais. J'avais quelques séances de pratique, seul avec JC, mais du coup je me suis retrouvé assez doué. Même Eric, je m'en souviens. Bon, il m'a le nier évidemment. Il est venu me voir, premier cours, il est venu me voir et il m'a dit « Mais t'en as déjà fait, c'est pas possible. » Moi j'ai répondu « Et non. » Donc voilà,
Donc à partir de là, j'ai laissé tomber la boxe style, pour laquelle je n'étais pas très doué. Et j'ai fait que du jiu-jitsu brésilien. Nous, on se rejoignait avec un autre gars, il s'appelait avec JC, Julien Vandelli, on allait chez lui. Pareil, on continuait même à s'entraîner dans les parcs. On avait acheté des petits tapis, des catons, des petits tatamis puzzle, qui faisaient que se défaire d'ailleurs. Ouais. Mais on faisait ça dans les parcs et on s'entraînait tout le temps, en fait, dès qu'on pouvait. Et l'histoire? Ouais. Combien de temps t'as eu ta ceinture noire? Alors, 10 ans. C'est 10 ans. la moyenne. Je n'ai Ouais. pas été particulièrement plus rapide que d'autres, c'est la moyenne. J'ai eu, parce que voilà, je me suis blessé, ligament croisé, 2 fois. Ouais. J'ai eu des enfants, Ok. enfin la vie, mais j'ai jamais lâché. J'ai commencé vraiment le jiu-jitsu brésilien à 17 ans. Je te laisse déposer juste le céleri dans... Est-ce que c'est bien fait? C'est super bien fait, oui. Je suis doué ou quoi? Oui. Mais par contre, t'arrives pas à couper et en même temps parler. T'as du mal à ça. Oui, non mais ça c'est faire deux choses à la fois, c'est très compliqué. Ça va Ok. être très très long là, en fait. On va râper les carottes. Rapport et carotte. C'est bon? Le bout qui reste, tu pourras le manger si tu veux. Non. Ok, bah, moi je vais le manger. J'ai pas envie d'être aimable. Ouais. Parce que je commence le jiu-jitsu brésilien Oui. avec l'idée de faire du MMA. Ok. Voilà, en me disant qu'il n'y a pas vraiment de club de MMA, je me suis dit bah, je vais faire du jiu-jitsu brésilien parce que à force de m'enseigner j'ai compris que le MMA c'était au minimum déjà En petit dé, s'il te plaît. de la boxe et du jiu-jitsu brésilien. Ok. Mais n'ayant pas trop accroché avec le club de MMA, puis et que ça m'arrangeait pas les horaires, parce qu'à l'époque j'étais électricien. Du coup je me dis je vais faire du jiu-jitsu brésilien et de la boxe. Ok. Mais rapidement, je me dis que je veux faire que du jiu-jitsu brésilien. D'accord. Parce que j'aime trop ça. J'ai envie d'être bon dedans. Eric, fraîchement ceinture violette, il revient du Brésil avec sa ceinture violette. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, vous trouvez des ceintures noires dans pratiquement chaque ville. À l'époque, je crois qu'il y avait peut-être une quinzaine ou une vingtaine de ceintures noires en France. Eric fait venir un ami à lui qu'il a rencontré au Brésil, franchement ceinture noire, il avait 25 ans à l'époque, Yann Cabral. C'était pas encore le champion qu'on connaît aujourd'hui. Eric le fait venir pour développer le jiu-jitsu brésilien. Un des rares clubs en France qui a la chance d'avoir un Brésilien ceinture noire. C'était une fierté, on était tous fiers. Ah bah ouais, c'est clair. Surtout après, avec la carrière qu'il a eu après. Voilà. Et Yann nous pousse à tous, parce que je crois qu'on on a 18 à faire de la compétition. Voilà. Donc contrairement à un peu aujourd'hui où le club ils sont beaucoup plus nombreux, mais il y a beaucoup moins de compétiteurs. Et Yann et Eric sont une véritable locomotive. On se déplace à toutes les compétitions qu'il peut y avoir en France. Alors, je parle de ça à l'époque, il y en avait peut-être 3 ou 4 dans l'année. Mais on se déplace. Et moi, de suite, 3 mois de pratique, je fais ma première compétition, je finis deuxième, troisième, deuxième, je crois. Je me trouve que rapidement, je me débrouille bien en jiu-jitsu brésilien, je suis doué, et donc du coup, ça me pousse encore plus à continuer là-dedans. Ok. Voilà, donc du coup, je m'éclate, je prends mon pied, et je pense plus trop aux MMA Ouais. pendant des années. Comme je disais, il y a mes filles, il y a le travail, il y a plein de choses qui font que j'ai pas le temps de commencer autre chose. Puis en Bien. plus, tu t'épanouis en fait dans Oui, ça. je Donc, m'épanouis. Mais je reste un vrai passionné de MMA. Donc je continue à regarder tous les résultats, je regarde beaucoup de combats, comme on pouvait à l'époque. J'ai acheté le pay-per-view avec un ami d'enfance, Yannick. Voilà, donc du coup, parce que j'avais un peu commencé à convertir aussi. Ouais. Est-ce que en même temps, juste tu peux me passer le sopalin que je m'essuie les mains. Merci. Donc je reste un passionné de MMA, même si je ne le pratique pas, je reste vraiment un passionné. D'ailleurs, je vais voir l'UFC 95 à Londres. À Londres. À Londres, ouais, UFC 95. L'event c'était Diego Sanchez contre Joe Stevenson, donc ils ne sont plus à l'UFC aujourd'hui. Mais voilà, c'était incroyable. Incroyable. Aller voir un UFC à Londres, à l'O2 Arena. C'est clair, Ah, c'est clair, pardon. C'était le prix des places n'était pas le même qu'aujourd'hui, vraiment pas. L'UFC c'était pas du tout la même grosse machine qu'aujourd'hui, médiatique. Quand on est presque quoi, on est à l'UFC 300 et quelques, ouais. 303. 303. Ouais. J'ai un club et tout, je regarde moins qu'à l'époque. À l'époque, il y avait un UFC par mois. Aujourd'hui, on en a toutes les semaines. Ouais. Toutes les semaines, il y a un truc entre l'UFC, le Bellator, le PFL. Aujourd'hui, pour moi, presque, ça devient très compliqué de tout suivre. Mais il y en a qui arrivent et Il y en a qui arrivent, ceux qui il y a le des- font, ouais. ils sont trop forts. C'est un truc de dingue. Ouais, moi aujourd'hui, je connais presque plus le MMA amateur en France. Celui que je regarde plus et je les connais mieux que le circuit mondial. Parce que c'est vrai que en tant qu'entraîneur et en tant que coach d'une équipe française, il faut qu'on regarde ce qui se fait en France. Ouais. Je regarde aussi ce qui se fait à haut niveau, évidemment, mais ça devient compliqué en fait
Ou alors en fait tu fais que ça, et moi aujourd'hui, T'as pas le temps. pas le temps de faire que ça aujourd'hui, C'est pas ce qui te ça peut stimule. arriver à dégoûter quoi, un peu à saturation. Parmigiano Reggiano. Hop là, on va avoir la vaisselle après. Ça tombe bien, on est dans un restaurant où il y a un lave-vaisselle. Ok, pareil, on râpe Là, il faut râper, ouais, effectivement, et il faut râper toute la, la meule. tout le quartier, ouais. On va le goûter aussi. Alors là, c'est du vrai Parmigiano Reggiano. C'est pas du Grana Padano. C'est du 24 mois d'affinage. Et il vient d'Italie. Tu veux goûter? Voilà. Et goûte. Trop bon. Ouais. Donc la transition. Presque 15 ans. Ouais. Ouais, c'est ça. 14-15 ans. Je fais que du jiu-jitsu brésilien. Ok. Mais je continue de temps en temps à m'entraîner avec les copains du club en MMA, mais sans vraiment m'y consacrer. Et quand j'ai la ceinture marron, je commence à avoir un peu plus le temps, je suis un peu plus posé dans ma vie, on va dire. Même bien que je sois jamais vraiment posé. Je suis éducateur à cette époque parce que j'ai quitté l'électricité, j'ai quitté le bâtiment pour reprendre mes études, et je suis éducateur. Oui. Je travaille avec un public de personnes en situation de handicap mental. On va faire comme ça. Ok. Donc éducateur spé, un peu comme dans Intouchable, on va dire. Oui. Sauf que là, c'est ouais, mental. non. Ah, ok. Lui, c'est un accompagnateur. Moi, je travaille dans un centre ce qu'on appelle un foyer de vie. Ok. Donc j'accompagne dans l'autonomie des personnes en situation de handicap mental. Bref. Le premier professeur, c'est John. J'ai plus son nom de famille. Et je continue l'année après avec Igor. Moi Camino. Qui lui il a presque 13 combats de MMA, donc quelques combats de MMA en Angleterre. Ok. Voilà. D'accord. Donc la transition se fait. Le MMA français est très encadré par la fédération, etc. C'était pas du tout le cas avant. Non, alors il n'y a pas de fédération, le Voilà. MMA n'est pas légalisé, on est toujours sur du pancrace avec la fédération de kickboxing. Comment tu en arrives rapidement à faire tes premiers combats? Sous quelles conditions? Et comment tu passes pro? Parce que Alors, du coup, tu as dû passer pro aussi hyper rapidement. Alors du coup, c'est ce que on fait pas du MMA, on fait du pancrace qui est illégal. Du coup, il y a le championnat d'Occitanie de pancrace, Igor m'inscrit. 6 mois, 7 mois que je suis avec lui, mais donc du coup j'ai fait 1 an et demi de MMA, on va dire. Alors, 2 fois par semaine. Hein. Alors il faut savoir que c'était pas le MMA d'aujourd'hui, on n'apprenait pas tout ce qui est cache-contrôle, le vrai MMA d'aujourd'hui, on n'apprenait pas tout ça encore. Donc je combats en pancrace, c'est combat amateur, classe B, et je fais 2 combats, que je mets pas un coup évidemment, je vais au sol et je mets. Je suis qualifié pour les championnats de France du coup parce que je suis champion d'Occitanie, mais j'y vais pas. À la rentrée je refais 2 combats de pancrace également, classe B, que je gagne aussi en 2-3 minutes grâce à mon JB. Ok. Là, ça c'est en novembre, en novembre, et il me semble qu'en janvier ou février, il y a à l'époque le GFA, Gladiator Fighting Arena, qui vient à Toulouse. C'est une organisation nîmoise, c'est Jean-François Billon, que je salue également. Il fait un gala de pancrace à Toulouse. Et je suppose qu'il a dû rentrer en contact avec Igor, qui est un peu connu dans la région. Et Igor me propose de faire un combat pro sur cet événement-là. Donc moi j'accepte, hein. Moi je voulais juste combattre. Moi je voulais juste combattre. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de. Oui, non mais c'est ça, c'est dingue que oui, tu veux devenir pro ce week-end? Bon ben vas-y. Oui, après avec regret, hein, ça aurait pu se passer comme ça se passe aujourd'hui. Moi j'aurais préféré faire 20 combats, 25 combats amateurs. Voilà, même avec mon niveau de jiu-jitsu brésilien, aujourd'hui ça suffit plus. Donc tu fais ton combat. Du coup, on me propose de mettre sur ce combat, ouais. Et je devais affronter quelqu'un qui c'était son premier combat pro. Finalement, il se blesse et une semaine et demie, je me change d'adversaire. On me dit que c'était Elder Fernandez. Elder Fernandez, aujourd'hui, c'est le champion hexagone des 61. Moi, à l'époque, il avait déjà 8 combats. Il avait déjà 8 ou 9 combats. Moi, je n'en avais pas. Mais j'avais vendu les billets à tout le monde. J'avais dit que j'étais sur l'événement, donc j'accepte. Hein. À savoir que ma prime sur ce combat, ça a été de 100 €. Wow. Voilà. Quand tu vois les primes aujourd'hui. Non, mais surtout que entre la licence FFKMDA Pro, 90 €, le fond d'œil. 35. Non, Bah, c'était peut-être. j'avais payé plus.
Bah bon, voilà, j'ai perdu de l'argent sur ce combat, évidemment. Tu l'as gagné ou tu l'as perdu? Je l'ai perdu. Je l'ai Ok. perdu. Je gagne le premier round. Non, je gagne le premier round. Mais j'ai justement sous-estimé, hein, parce qu'après, c'est vrai que c'est du pancras, donc j'étais en montée. Et oui, il n'y avait pas de frappe. bloquait, ouais. J'étais en montée, je savais pas quoi faire, il bloquait les bras. Alors je suis parti sur le pied de genou pour ceux qui connaissent. Donc être en montée, parti sur le pied de genou parce qu'il bloquait ses bras, je pouvais rien faire. Donc voilà, j'ai perdu la position. Je reprends le dos derrière, mais pareil, il bloque sans frapper, mais voilà. Bon, du coup, je me suis épuisé sur ce round à essayer de le soumettre. À trop vouloir chercher la finition des fois. Ouais, on arrive au deuxième round, épuisé, je me fais arrêter de TKO parce que je suis épuisé, quoi. Je prends des coups, j'essaie de l'amener au sol, mes tentatives ne réussissent pas parce qu'on est sur un ring aussi. Mes tentatives ne réussissent pas, donc du coup ouais, je finis par terre plusieurs fois et à chaque fois je mets de plus en plus de temps à me relever parce que je suis épuisé et du coup l'arbitre il arrête sur TKO. Bon, je n'ai pas vraiment été TKO non plus, juste parce que voilà, j'avais de la fatigue, bon, c'est comme ça. Du coup je perds cette première expérience, je la perds. Alors, là on va passer à la cuisson. Donc je suis allée chez le boucher ce week-end. Alors en termes de quantité, je suis pas très douée pour ça. Juste j'ai pris 250 g de porc, 250 g de bœuf pour essayer d'être équilibré. Et voilà, donc c'est parti, on va en cuisine derrière. Alors on est bon. Alors j'allais dire on met un filet d'huile d'olive, mais vous connaissez pas Quentin. Alors ça c'est de la tomate. C'est de la tomate sans Marzano. San Marzano. C'est la Rolls-Royce de la tomate. C'est vraiment la meilleure tomate qui existe. C'est la San Marzano. Pour la suite de la recette, on va utiliser de la ricotta, du parmigiano reggiano et on va utiliser aussi de la stracciatella. La stracciatella, c'est quoi? C'est le cœur de la burrata. C'est parti, Quentin, il faut prendre la ricotta, tu peux tout verser là-dedans. Tu peux verser la stracciatella. Et là, Le parmigiano. on envoie. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est très très beau. Si vous avez la rêve du bruit, enfin de l'audio. C'est celui-là. c'est une voix connue, mais... Très récent, On fait revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Ah oui, ratatouille. Pas du tout. Des paroles chuchotées dans l'ombre. Ensuite, la viande hachée, les tomates pelées, Un artiste musical. les tomates, le basilic. J'adore, la dernière fois tu me l'as fait goûter en me disant mais c'est trop bien ce qu'il a fait et tout. mais c'est pas la voix du C'est pas la voix du gars mais c'est un artiste. l'album. La mozzarella, le parmesan. Non, c'est bon. SH. On remplit les Tiens, d'accord, ok, oui, je cherchais... La voix Bon, entière. mais j'ai pas de poche à douille du coup. Je fais avec les poches de congélation. bricolage. On met tout ça dedans. Oui. Donc Quentin, tu décides d'ouvrir un club de MMA. Est-ce que c'est un projet qui t'est venu du coup en étant combattant et en découvrant ce sport ou c'est quelque chose que tu avais pour ambition depuis plus jeune? Ouais, j'avais cette ambition depuis très longtemps. Je savais que je voulais travailler dans le sport. Je savais que je voulais... en fait, je savais que je voulais faire un métier qui me passionnait, quoi. Et, un métier que j'aimais. Même si j'avais pas encore vraiment défini ce que je voulais faire, parce que je savais pas vraiment quelle était ma passion encore, mais Bien en sûr. tout cas, je savais que je voulais être mon propre patron, par exemple, et que je voulais faire quelque chose où je me sens bien, où le matin j'y vais avec le plaisir. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est pas parce que j'avais cette envie que je l'ai fait. Je pense que moi je suis un partisan de... Il y a des choses à apprendre dans la vie. Tu peux goûter Il y a ça. des choses... Ouais. Cher. Donc c'est un projet qui s'est construit sur des années. Ouais. Je commençais par donner des cours à rien. Donc c'est le club de Le jiu-jitsu club de brésilien jiu-jitsu dans brésilien. lequel... Voilà, de Eric Sadji et Yann Ferman. Ok. Je donnais quelques petits cours. Je donnais des cours aussi en parallèle à Boxing Center. Voilà, donc j'ai fait mes premières armes en tant que coach Oui. pendant plusieurs années, même bénévolement. Ok. Tout départ bénévolement. Et pendant 2-3 ans, j'ai pu donner
2 et 3 cours, 4 cours par semaine Ouais. bénévolement. Donc du coup voilà, le projet il se construit comme ça, il se construit à travers, pour moi, à travers les expériences que tu construis, ce que tu apprends à travers le sport, Ok. mais aussi à travers d'autres expériences de la vie. Hein. Moi j'étais électricien, je travaillais dans le bâtiment, je sais ce que c'est de se lever tôt, très tôt d'aller sur le chantier, je sais ce que c'est de travailler avec de l'humain, parce que comme j'ai dit précédemment j'étais éducateur. Donc tu décides de créer un club, ça c'est une idée que tu as derrière la tête, mais tu te laisses le temps de pouvoir construire ce projet, Voilà, c'est ça? voilà. En fait, voilà. Pour moi, il fallait que j'accumule d'abord De l'expérience. En fait, que tu fasses l'éponge. L'éponge Voilà. qui se nourrit de tout ce qu'on lui Exactement, donne et que exactement. tu sois bien imprégné. Voilà, il pour fallait que je me pouvoir- sente légitime. Ok. Et la légitimité, ça s'acquiert avec le temps et rien d'autre. Tu décides d'ouvrir le club en quelle année? En fait, c'est suite à la rencontre avec Johan Salvador, Oui. qui était excentré dans un autre club. Il voulait qu'on s'entraîne un peu ensemble pour essayer de progresser, parce que moi j'avais l'intention de progresser en MMA, c'était 2019, donc j'ai vraiment l'impression l'envie de progresser en MMA. Lui aussi, il veut passer un step, il a déjà combattu en pro également. Et on se rencontre, voilà, c'est lui qui m'écrit, il me demande de se concentrer ensemble, il est sur un autre club à Toulouse. Ok. Voilà, donc on commence à s'entraîner ensemble, une fois, deux fois. Même à cette époque, j'avais écrit à plusieurs combattants d'autres clubs Oui. qui avaient sur Toulouse. Et on essaie de se voir au moins une fois tous les 2 semaines, de se faire un entraînement en commun. Et le temps passe, on se lie d'amitié. D'autres combattants rejoignent un peu le groupe, donc on a Axel Berdès, Alex, je te salue. Salut Alex. Salut Alex. Et Mathieu, Ok. un combattant avec qui on s'entraîne régulièrement. Et c'est vrai qu'on reste tout le temps fourrés ensemble. On s'entraîne, on rigole, on va boire une bière, voilà, ce genre de choses. Donc le temps passe et donc du coup on se dit qu'à un moment donné, pourquoi on ferait pas un club où on fait que du MMA, où on a la possibilité vraiment de s'entraîner à MMA Ok. tous les jours, voire 2 fois par jour. Parce qu'actuellement sur Toulouse, il n'y avait que des clubs qui proposaient du MMA, Des créneaux, voilà. 2 à 3 fois par semaine. C'est des clubs d'autres choses, de jiu-jitsu brésilien, de Krav Maga, et qui proposaient un peu de MMA. On le fait, c'est presque pour nous, c'est presque égoïstement qu'on le fait en se disant on le fait pour nous et au moins il y aura des gens qui veulent se joindre à nous, se joindront à nous. À quel moment vous décidez d'ouvrir ce club? On ouvre en septembre 2020, Ok. donc on est sorti de la première crise du Covid Ok. et on arrive en septembre sans savoir que ça allait refermer évidemment. Ouais. Donc on ouvre, septembre 2020, on est même avant un peu 20 août, voilà. On est Ouais. parti, on est lancé. Ça se passe comment au début? Ça se passe très bien, bon on se refait confiner, enfin club de sport, boîte de nuit, restaurant, et un truc comme ça. Là. On se fait reconfiner en novembre. Ouais. Et à partir de là, du coup on est obligé de fermer la salle de sport. Ok. Chose qu'on fait pas. Donc on D'accord. se fait des petits entraînements, on a la chance d'avoir un club avec une porte coulissante. Donc une fois rentré à l'intérieur, on ferme et personne ne sait quoi à l'intérieur, donc on continue les entraînements, sans communiquer dessus évidemment. On finit la première année, on a une trentaine d'adhérents. Ok. Réguliers, tout le temps, très souvent les mêmes. Donc on a un bon groupe entre 15 et 30 Mhm. d'adhérents qui s'entraînent presque tous les jours. Je vais chercher la farce et je reviens. Moi je chasse les mouches. Attends, moi je chasse les mouches. Et je vous vois, hein. Hein Si faites-vous plaisir. Qu'est-ce que c'est bon ça? Ah, ça se bouffe. Comme un les yaourt. caca c'est délicieux. Je l'attends de terminer. Hop. On va renverser, on va mettre au four. Ok. Ah oui d'accord, donc toi tu fais l'inverse, normalement c'est la viande qui est dans les trucs et d'accord. Donc du coup toi t'as inversé. Oui, enfin, c'est pas moi qui le fais, il y a plein de gens qui le font, mais D'accord. On peut faire l'inverse, on pourrait faire l'inverse on aussi. peut faire l'inverse. Ok. Mais moi je trouve que c'est mieux comme ça. C'est juste une préférence C'est au personnelle. goût- C'est au goût des gens. Je te laisse te faire plaisir. Enfin, je vais voir s'il est suffisamment chaud. Il n'y a jamais assez de fromage. Il n'y a jamais trop de fromage, quoi, vraiment. Que ce soit dans les pâtes,
le mental. Il n'y en a jamais trop. On peut toujours en mettre. Allez, c'est parfait. On met ça au four 25 minutes et on revient nettoyer et terminer l'interview. Nettoyer? Moi, je nettoie tout. Non, non, non. Pas de gâchis. Pas de gâchis. Ok. Donc je te regarde comment on fait pour nettoyer. Voilà. Tu crois que tu vas le manger? Non. C'est moi qui nettoie. Fais goûter à Léo. Non, c'est bon, vas-y. C'est pas bouffé. Ouf. Fais goûter. Oh là 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 là. Mais oh. Ouais. Je suis une machine. C'est très pas dégueu. Merci. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu estimes que tu es meilleur combattant ou meilleur coach? Et est-ce que tu es satisfait de la réponse que tu vas me donner? Alors ça va être très difficile de répondre. Je dirais meilleur coach que meilleur combattant. Mais dans le mot coach, j'intégrerais gestionnaire, on va dire. Je pense que même encore aujourd'hui, je pense que je suis encore meilleur gestionnaire de club que coach. Donc voilà, mais donc je dirais coach. J'ai quand même plus de facilité à transmettre qu'à appliquer. Ok, et est-ce que tu es satisfait de ça? Alors non, mais un combattant, quelqu'un qui combat peut jamais être satisfait réellement de soi-même, je pense. Pourquoi? C'est justement le principe de ce sport-là, de la vie qu'on a choisi. Un combattant satisfait de lui-même, c'est un combattant qui va échouer, je pense. Il y a tellement, c'est tellement un sportif ou un chef d'entreprise ou qu'importe. À partir du moment où dans la vie on est satisfait, on s'en contente, on se contente, ce qui est une bonne chose, hein. C'est le calme de l'esprit. Arriver à se contenter, c'est quand même, je pense, aussi le but d'une vie. On parle de bonheur de la vie, donc moi je dirais se contenter de ce qu'on a, c'est quand même le but. Mais dans la construction, en tout cas dans la construction, si on a des envies d'évolution, si on a des envies de sommet, on ne peut pas se contenter, se satisfaire. Il faut continuer à chercher là où on peut progresser, là où on peut... Ok. Et quel est ton plus grand regret ou manquement auquel tu penses parfois dans ta vie de combattant? Je dis regret, manquement parce que c'est peut-être pas un regret, mais peut-être que quelque chose que tu te dis, des fois tu y penses et tu dis waouh, si j'avais eu, ou si j'avais fait ça ou pris cette décision, ça aurait. Alors, la confiance en moi. La confiance en moi, de croire que j'aurais pu, en m'investissant plus réellement, plus profondément dans ce sport, je pense, en MMA, avoir bien meilleurs résultats que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un combattant que moi-même je qualifierais comme moyen. Moyen bas. Déjà j'ai commencé assez tardivement et je pense qu'on peut réussir même si on n'a pas l'entourage, si on croit suffisamment en soi, ce qui n'était pas le cas, et j'avais pas non plus l'entourage. C'est-à-dire j'avais pas la structuration qu'il y a aujourd'hui au niveau du MMA. Personne pour m'appuyer, personne pour me dire vas-y, fonce. Sur la bonne voie. Et pour m'accompagner, que ce soit en déplacement ou même financièrement, ce que nous aujourd'hui on propose au club, c'est Tactical Fight Team, c'est un accompagnement réel. C'est-à-dire, ok, déjà je crois en toi, voilà, je vais te soutenir. Voilà les étapes, selon moi, par lesquelles il faut que tu passes pour y arriver. Et tiens, financièrement, ou tiens, dans l'accompagnement, je connais ce professionnel, je connais ce professionnel, et financièrement, voilà, pour permettre au maximum de développer leur plein potentiel. Ok. Donc, pour toi aujourd'hui, tu te dis juste, mais j'ai manqué de confiance en moi. C'est ça que tu regrettes, enfin, le manquement auquel tu penses parfois, et c'est ça. Je pense que c'est pas juste, c'est tout, justement. Ne pas avoir suffisamment confiance en soi et du coup ne pas prendre le risque, ou d'avoir le courage de le faire, c'est ce qui va définir ta vie. Alors aujourd'hui, j'ai aucun regret par rapport à ça. Ok, et pourtant, est-ce que tu penses que ça aurait été différent si tu avais... Enfin, qu'est-ce qui aurait pu être différent si tu l'avais fait justement peut-être trop tôt? Peut-être que tu aurais peut-être manqué de maturité, ou de retour. Là, tu disais que tu étais un bon gestionnaire
peut-être que tu n'aurais pas eu la même gestion de la C'est vrai, chose et tout ça. c'est ce que j'exprime là, c'est que j'ai pas de regrets, parce que ça a fait qui je suis aujourd'hui, ça a fait le parcours que j'ai aujourd'hui, ça a fait les compétences que j'ai acquis, donc j'ai pas de regrets. Mais je sais que voilà, j'aurais pu peut-être avoir un parcours similaire ou pas, on sait pas. Ou peut-être en tant que combattant, vraiment, je parle en tant que combattant, du coup, c'est le regret en tant que combattant. Le regret, Oui, le regret en tant qu'homme, homme en général, avec un grand H, j'ai pas de regret. Pas de regret sur mon parcours. Maintenant, en tant que le combattant, à exprimer que, bon voilà, sans confiance en soi et sans entourage, ben, c'est compliqué d'aller très loin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton jeune toi, celui qui a commencé à 17 ans quoi? En fait, je lui dirais finalement ce que j'ai fait, hein, lâche pas, crois-y, continue. Après, si on parle vraiment du milieu combattant professionnel, hein, évidemment, milieu professionnel, je reste là. Mais voilà, lâche pas, continue. Et le parcours que j'ai eu, je regrette absolument rien. Il y a chaque étape que j'ai fait, chaque boulot de merde que j'ai fait, me sert aujourd'hui, donc ouais, non, la même chose, continue, lâche pas, crois-y. Avant qu'on passe à la dégustation, et oui, parce qu'on va bientôt manger. Aujourd'hui, on est dans une génération quand même beaucoup plus téléphone, réseaux sociaux, etc. Ce qui n'était pas le cas, toi, à tes débuts de carrière de combattant, même amateur ou pro, c'était pas le cas. Comment tu penses aujourd'hui que les réseaux sociaux peuvent influencer positivement ou négativement la carrière d'un combattant, d'autant plus sur les combattants amateurs qui sont de plus en plus mis en avant, des fois même plus que les combattants pro? Alors pour moi, ça a du bon et du moins bon, comme tout, hein. C'est le vieux qui parle, attention. En fait, pour moi, il y a des étapes, à franchir. Tu viens d'arriver dans le MMA. Quand je dis que tu viens, il n'y a pas de durée, hein, mais tu viens d'arriver. T'es jamais rentré dans une une cage. T'es jamais encore rentré dans une cage, ou t'es rentré une fois ou deux, on sait pas trop qui, même tranquille. Commence pas à t'inventer une vie de combattant. Oui, mais pour autant, on a besoin aussi de cet ego-là. Par exemple, quand on est rentré oui, dans une cage. J'y viens. Je parle vraiment des débuts là, je parle vraiment du tout début. Bien sûr, tu peux être fier de ce que tu fais. Évidemment, c'est bien et que tu as des copains, tu as des réseaux, et tu veux le partager. Bien sûr. C'est bien. Mais il y a une juste mesure à trouver, selon moi. Par contre, une fois que tu commences vraiment à t'impliquer là-dedans, dans le sport, que tu as combattu, que tu as des résultats positifs ou négatifs, c'est pas la question. Se mettre en avant, c'est aussi venir chercher de la force. C'est comme une prise d'engagement un peu quelque part, que quand tu commences à te montrer. Ah ouais. Tu l'ouvres, t'assumes. Voilà, il faut assumer. Et puis même, ça peut te motiver. Ah oui, bien sûr. Ça va te motiver parce que ça peut être une source. Maintenant, c'est aussi un double tranchant. Si t'es quelqu'un qui supporte pas bien la pression sur des choses, c'est peut-être venir jouer sur des réseaux le combattant et en parler, c'est peut-être se rajouter une pression supplémentaire aussi. Voilà, donc je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Ok. Bien qu'aujourd'hui ce soit indispensable, aujourd'hui, je rappelle que la MMA, c'est pas un sport où, maintenant avec la fédération, la FMF, oui, on va dire, à partir du moment où tu gagnes, tu avances et tu peux être champion de France par exemple. En professionnel, ça marche absolument pas comme ça. En professionnel, que tu gagnes, si t'es chiant à regarder, si t'as pas de personnalité, tu t'iras pas bien loin, tu peux ne pas aller bien. Et oui, mais alors, pardon, je te coupe, mais il y a des combattants qui font du show, des pros, qu'on connaît même, nous, sans parler forcément de l'UFC ou des trucs comme ça. Dans notre entourage, on en connaît des combattants qui aiment être mis en avant, etc. Et il y a quand même aussi d'autres combattants qu'on voit moins, mais qui sont quand même reconnus et respectés, je pense. C'est pas une question de faire que du trash talk ou non. C'est comme dans un film, il y a des castings, il y a des rôles à respecter. Et si tu rentres dans une case rôle, tu peux être mis en avant. Alors, il y a le méchant, le trash talker, il y a le rigolo, il y a le mec vertueux, valeureux, donc Benoît Saint-Denis, ou patriote. À l'époque ça pouvait être Georges Saint-Pierre. Tant que tu vas rentrer dans des cases et que ils vont pouvoir s'en servir pour faire un film, l'UFC par exemple, ils aiment beaucoup faire la promotion du gentil contre le méchant, ou les deux méchants, peu importe. Mais il faut juste en fait rentrer dans une certaine case, parce que ça plaît à tout le monde, parce que les gens vont pouvoir s'identifier, ils vont pouvoir aller chercher des niches comme ça, Ah oui. des niches de gens.
S'ils veulent faire, On va aller, voilà, par exemple. s'ils veulent plaire à la Belgique, ils vont chercher un Belge, des Belges, et voilà, ils vont chercher des Français, parce qu'il faut que les gens s'identifient. Donc il faut qu'il y ait un maximum dans le catalogue de gens qui vont être divers et de styles variés pour répondre à ce classique. Maintenant, si toi tu fais que copier un gars, parce que tu dis ah lui la hype, je copie Conor McGregor. Parce que Mais que c'est pas réellement toi au fond. Parce que c'est pas vraiment toi, donc déjà tu vas avoir du mal à le tenir. Mais même tu le fais peut-être moins bien. Peut-être qu'il y en a peut-être 10 qui font déjà comme lui, qui le font peut-être mieux que toi aussi. Donc c'est là que ça coince. Ça va coincer. Comment ça peut impacter positivement ou négativement? Positivement, ça te fait connaître auprès du grand public, auprès des sponsors, donc c'est bien de savoir que c'est un outil qu'il faut savoir se servir. Attention à que ça ne devienne pas, que tu ne crées pas un rôle et que ça prenne pas le dessus. En fait, ça va être ça va être positif si tu as une bonne gestion Voilà. de ton image, La vraie de vie, qui tu es. la vraie vie. La vie de combattant, c'est le combat, c'est l'entraînement et le combat. Et les réseaux sociaux, ça vient en troisième. Si tu commences à prendre les choses à l'inverse, réseaux sociaux, combat et entraînement, il y a un problème. Voilà. Ok. Donc faites gaffe les jeunes. Qu'est-ce que tu aimerais... alors je vais parler de ton statut de coach. Comment tu aimerais évoluer dans les 5 à 10 prochaines années en tant que coach? Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu n'as jamais fait? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de mettre en place, de créer? Voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Alors oui, plein, moi je fourmille d'idées, donc ça va être compliqué, je ne vais pas tout développer là, sinon on va m'engueuler, parce que ça dure trop longtemps. Oui, parce que moi je suis quelqu'un qui parle, il ne faut pas me lancer sur les sujets qui me passionnent sinon. On va faire 3 épisodes avec Quentin. Du coup, en tant que coach, dans le sens large du terme, en tant que coach et gérant de salle, bon, alors en tant que coach, j'aimerais bien déjà amener des athlètes au plus haut niveau, ça serait vraiment déjà pour eux et pour moi aussi. Bien sûr. Comme chaque combattant rêve peut-être un jour de combattre à l'UFC ou dans une grande organisation, tout coach évidemment rêve aussi d'amener son petit. D'accompagner son élève là-dedans. Donc voilà déjà. Et ensuite en tant que gérant, je voudrais qu'on arrive à faire le projet de multiplier les salles Tactical Fighting dans la région. Ça c'est en cours. Ça va être dans les 2-3 années qui viennent. Et maintenant une de mes envies aussi, ça serait d'arriver à créer un vrai centre de formation pour les MMA. C'est-à-dire des jeunes qui sont prêts peut-être à partir de 16 ans et qui seraient formés, qui seraient payés et formés pour atteindre le plus haut niveau, donc 16, 17, 18 ans ou 19 ans. Les portes vont se bousculer. Ils seraient vraiment payés pour faire du MMA, s'entraîner et combattre. Avec des contrats. Comme au foot en fait. Ouais, 4 années de formation, de 16 à 20 ans, par exemple, payés par le club, par le centre de formation. Et ils représenteraient le MMA amateur du club. Et à 20 ans, les signer professionnels chez nous. Et voilà. Donc du coup, que les jeunes de 16 ans puissent s'y mettre pendant 4 ans, s'y mettre à fond. Pendant ces 4 ans, leur faire passer un diplôme, un BPGEPS ou d'autres diplômes. Mais qu'ils soient payés, qu'ils aient suffisamment de quoi vivre pour prendre un appartement et tout, et pour faire que ça. En fait, Quentin, c'est un combattant et un coach et un chef d'entreprise. Il a l'expérience. Je rigolais tout à l'heure en disant les réseaux sociaux, ça n'existait pas avant, c'est le vieux qui parle. Mais en fait, au final, l'approche que tu as, elle n'est pas du tout comme l'approche des jeunes amateurs dont on parlait tout à l'heure. Et j'en fais partie. Nous, on est un peu dans cette démarche de vouloir prouver à soi-même et à d'autres certaines choses. On essaie on se construit en fait dans ce rôle d'homme ou de femme, mais aussi de combattante ou combattant. Toi aujourd'hui, on en parlait avant ton combat avec Yacine Chtatou, où tu me disais en fait, lui et moi, on est des mecs, on n'a plus rien à prouver en fait. D'une certaine façon, en tant que combattant, si on le fait, c'est parce qu'on a envie de prendre du plaisir. Et voilà, ça, on se parlait avec Yacine déjà sur les réseaux, ça, vraiment on se connaissait, on s'était croisés plusieurs fois. Je savais que c'était un bon gars et il me l'a confirmé en fait. On se parlait même avant le combat, on s'est vu dans les vestiaires, on s'est pris dans les bras avant le combat, en se souhaitant bon courage. Non, voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est ça, voilà. Après Yacine il est plus jeune que moi, donc il a un très bon niveau, et en plus il est sur une bonne lancée, donc je lui souhaite d'aller le plus haut possible. Moi aujourd'hui, non, aujourd'hui clairement, si je combats encore, c'est vraiment parce que en fait, chaque combat va m'apporter quelque chose. Chaque combat qu'il fait, à la fin, qu'il gagne ou qu'il perde ou quoi, il dit toujours « j'arrête ». Et à chaque fois, il revient.
Ouais, parce que c'est en fait c'est le régime, moi, j'ai plus envie du régime. Antoine, stop les régimes. Mais non, mais chaque combat j'aime en fait. Donc là je vais reprendre les compétitions de jiu-jitsu brésilien de grappling là. Mais je continuerai à faire encore quelques combats de MMA parce que c'est une sensation qui reste incomparable. Ok, merci. Heureusement que l'homme est là. Travail d'équipe. Ah non, c'est mieux venir. C'est normal que ça se... Ah oui. C'est bien crémeux, oui. Attendez, parce que vous l'avez pas vu, mais de l'autre côté. C'est parti. Hop. Tu vas goûter, attends. Du coup, c'est pas fini. La dernière touche. On va prendre ça. Parce que elle a la jolie forme. Hop là. Tiens, regarde, tu peux faire pareil sur celui-ci. Tu vois quoi que, regarde, attends. Ouais. Mais je te laisse mettre celle-là sur le mien. Pour moi, ça s'est un peu effondré. Voilà. Normalement, il n'y a pas besoin de saler ni poivrer parce que c'est bon. Et bien, du coup, bonne dégustation. Bon appétit. C'est un peu chaud, ça sort du four, faut faire attention. On va y aller. Je t'attends. 1, 2, 3. Très 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 bon. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. C'est super bon. L'explosion de goût dans la bouche, là, c'est incroyable. Incroyable. Ah ouais. Magnifique. Oh oh. Non, ça va. Et t'as toujours des catastrophes, quoi. Je vais le brûler à chaque épisode. Entre les gingembre et ça. Très bon. Bon appétit. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode numéro 3 d'une fin de loup. Quentin, je suis vraiment contente de t'avoir eu avec moi. Ben, merci pour l'invitation. Merci notre domaine du lac Ah, au de sol. nous avoir accueillis. C'est incroyable. Le lieu est incroyable. Je vous le conseille vraiment. Et moi, c'était important pour moi de faire venir Quentin parce que c'est du coup mon head coach aujourd'hui dans le club. C'est vraiment celui qui... Enfin, tous mes coachs sont très importants, bien sûr, mais Quentin, c'est particulier. On a une relation particulière dans ce milieu-là. Et donc, je suis très très heureuse de t'avoir eu. Pour moi, ça avait vraiment beaucoup de valeur. Eh bien, merci tout beaucoup. ça. Merci pour à toi. l'invitation. Allez, on se retrouve au prochain épisode. Bye.